Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc on est en train d'accepter tout le monde qui se trouve dans la salle d'attente pour commencer le webinaire. Peut-être encore attendre 1 minute, le temps que les légers retardataires se connectent. Je vois pas de message dans le chat qui se plaint de l'absence de son ou d'image pour l'instant. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, donc je propose qu'on commence, comme ça on est sûr de terminer à temps. Ok, parfait. Donc voilà, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, un grand merci pour votre participation à ce troisième midi-débat organisé par Bruxeo. Je me présente rapidement, je m'appelle Sophie Van Woutem et je suis conseillère juridique. Je suis en charge du service Lexeco, un guichet juridique et économique qui permet aux associations de poser leurs questions concrètes. On organise aussi des séminaires, webinaires, on produit des fiches techniques avec l'objectif d'accompagner les ASBL dans leur questionnement juridique et économique. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Bruxeo pour trouver plus d'informations sur nos services et sur Lexeco en particulier. Ça, c'était une petite introduction générale, mais voilà, on va s'attaquer au sujet du webinaire. Après le succès du premier organisé en présence de Laurie Losso et déjà de Guillaume Delvaux, au sujet de l'ouvrage Bruxelles, région, capitale ingouvernable, on a eu la chance de recevoir Caroline Séguesser pour un second midi-débat en présentiel qui s'intitulait « Bruxelles à l'arrêt, comprendre le blocage politique et les affaires courantes ». Alors, vu l'actualité, il nous a semblé pertinent d'organiser une troisième rencontre qui mêlerait analyse budgétaire et institutionnelle du blocage bruxellois ainsi que les possibles leviers à activer. Le but de se réunir, même en distanciel aujourd'hui, autour de cette thématique étant aussi de marquer le coup. Alors d'abord le coup COUP au sens de choc. La période que nous traversons en tant que citoyens ou travailleurs bruxellois est inédite et assez sidérante. Alors que nous avons accompli notre devoir en nous rendant dans les urnes le 9 juin 2024, le monde politique n'a plus de 600 jours plus tard toujours pas concrétisé les résultats de ces élections en formant un exécutif. Pour l'anecdote, j'ai cherché des exploits sportifs ou autres qui auraient duré ou pris 600 jours pour mettre cette période en perspective, mais je n'en ai trouvé aucun. C'est une durée en fait trop longue pour être synonyme d'exploit. Si vous prenez 600 jours pour accomplir quelque chose, sachez que vous êtes d'office hors délai pour marquer l'histoire, en tout cas positivement. Au moment où j'ai écrit ces lignes, on venait d'apprendre le retrait de Ivan Verhofstadt après 1 mois de négociations. Malgré ce nom prometteur, la Guinness ne nous sauvera donc pas de cette impasse. Cette inaction, elle a aussi un coût, et cette fois-ci COUT. Faute de gouvernement de plein exercice, il n'y a aucune nouvelle mesure pour répondre efficacement à l'évolution démographique naturelle des besoins fondamentaux de la population, aux crises aiguës sur le territoire, que ce soit toxicomanie, logement, santé mentale, sécurité, et aux impacts des réformes fédérales, celle du chômage qui frappe très durement Bruxelles. L'absence d'un budget 2026 impose en outre aux ASBL de fonctionner à nouveau sur base de crédits provisoires, non indexés, versés par périodes courtes et souvent en retard. Plus le temps passe, plus les problèmes se multiplient, s'accentuent et de nombreuses interrogations émergent. La région bruxelloise est-elle à court d'argent ? Quelles sont les possibles conséquences d'une crise de liquidité ? Et quels sont les recours leviers envisageables et les risques qui sont liés à ceux-ci. Donc pour répondre à ces questions, je vais laisser la parole à nos deux invités, Céline Romainville et Guillaume Delvaux. Mais avant, revenir sur quelques petites règles logistiques. Donc comme vous pouvez le constater, vos micros sont coupés. On les redémarrera lors du temps d'échange. Vous pouvez, si vous avez des remarques, des questions, les mettre dans la conversation pendant la présentation. On les partagera au moment du temps d'échange.
la présentation PowerPoint et l'enregistrement de la présentation vous seront partagés après le webinaire. Voilà, normalement, celui-ci se terminera vers 14 heures, voire plus tôt. Je laisse la parole à nos deux interlocuteurs invités et je les remercie encore pour leur présence. Très bien, donc bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour déjà d'être présente et présent en nombre. Merci également aux équipes de Bruxéo pour l'organisation de ce webinaire, mais également pour tout ce qui est entrepris dans cette période de crise qui dure 600 jours. Alors c'est vrai que j'ai vu quelqu'un sur LinkedIn qui avait dit que 600 jours à pied, si on était parti de Bruxelles, on serait aux alentours de l'Asie du Sud-Est. Donc ça montre quand même la durée sportive que ça donne. Alors, dans cet exposé, donc le but. Ah, voilà, mes slides. Oula. Voilà. Donc, le but va être de discuter autour de la situation financière de Bruxelles, le présent, l'avenir. Alors, quand on parle finances publiques, évidemment, c'est un sujet qui est difficilement neutre et en fonction de ses affinités, de ses réalités, bah, chaque personne pourra interpréter ce qui va être présenté d'une manière ou d'une autre. Le but de cette présentation, c'est quand même d'être le plus factuel possible. Donc, ne voyez pas dans ce qui est présenté comme une incitation à faire une politique ou une autre. Le but est de rester le plus factuel possible. Alors, dans cet exposé, donc, je vais commencer par vous présenter le plus brièvement possible la situation financière, un peu vous dresser le portrait actuel du budget bruxellois. Donc, je vais essayer de pas trop vous assommer de chiffres. En réalité, ne vous attardez pas tellement sur les chiffres du point de vue absolu. L'idée, surtout, c'est de vous montrer des ordres de grandeur pour que vous puissiez avoir un peu une idée de d'où ce qu'on en est. Ensuite, je vous parlerai du risque d'une crise de liquidité, qui est le scénario qu'on a surtout entendu beaucoup sur la fin de l'année. Donc, voir un peu est-ce que ce risque est réel à court, moyen terme, qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce que cela signifie. Céline interviendra après pour discuter de l'hypothèse d'une intervention de l'autorité fédérale. Si elle devait avoir lieu, de quelles seraient les modalités, notamment juridiques, qu'elle pourrait avoir. Et enfin, on terminera en conclusion sur un peu cette question ouverte qui pourra peut-être animer les débats ensuite. Quel avenir pour Bruxelles? Donc, on va commencer par la situation financière avec d'abord quelques chiffres. Je discuterai un peu plus après de qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on peut interpréter derrière ces chiffres. Là, c'est plus pour vous planter le décor, on va dire. Donc, le déficit 2025 était annoncé aux alentours de 1,241 milliard d'euros. Les chiffres officiels tomberont normalement dans le courant de la semaine prochaine, en tout cas du mois. Alors, entre-temps, par voie de réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, donc sur le réseau X, le ministre Dirk De Smet a annoncé qu'on serait plutôt aux alentours de 1 milliard. Alors, je discuterai après qu'est-ce que cette différence pourrait signifier. Mais donc, grosso modo, on est aux alentours d'un déficit qui représente 25% des recettes. Ça veut dire que sur un an environ, la région bruxelloise dépense 25% de plus que ce qu'elle a comme rentrée d'argent. Pour vous donner une comparaison, en 2024, le déficit était de 1,5 milliard d'euros. Donc, normalement, mais comme je dis, les chiffres doivent être confirmés, on serait déjà sur une réduction du déficit en 2025. Alors, la dette brute consolidée. Donc, il y a différentes manières de calculer la brute. Je vais pas rentrer, la dette, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais donc là, c'est le chiffre qu'utilise l'Institut des comptes nationaux, l'ICN, et qu'utilise la Cour des comptes. Si on actualise leurs chiffres, on devrait être aux alentours de 17 milliards d'euros. Donc, on entend dette brute, en fait, c'est non seulement la dette, on va dire, de la région bruxelloise elle-même, mais également de différentes entités qui rentrent dans son périmètre. C'est comme ça qu'on dit. Donc, c'est différents organismes administratifs indépendants ou aussi différentes structures dont la région garantit les dettes. Donc, ça veut dire qu'elle n'emprunte pas elle-même, mais s'il devait y avoir un souci derrière cette dette, la région est derrière. Donc là, on est aux environs de 17 milliards d'euros, ce qui représente environ 275% des recettes. Si on prend maintenant la dette propre de la région, donc ce que la région a elle-même directement comme dette, on est aux alentours de 250% des recettes. Alors, les charges d'intérêt pour 2026, selon ce qui a été annoncé, donc tout ça se base vraiment sur des informations publiques, ce qui normalement notamment est communiqué au Parlement. Donc, on n'a pas d'informations qui ne seraient pas disponibles pour le grand public, mais donc ce qui a été annoncé pour 2026, ce serait des charges d'intérêt d'environ 500 millions d'euros. Donc, c'est un peu le coût que la région doit payer aux banques pour pouvoir emprunter, vu que, comme on entend souvent le slogan, emprunter coûte aussi de l'argent, c'est donc ce que la région doit payer pour cela dans ce qui est annoncé. On est environ, depuis 2022, dans une augmentation de plus ou moins 85 millions
d'euros par an, puisqu'on était aux alentours de 400 millions, 415 millions d'euros pour 2025, dans les 300 millions pour 2024. Donc on a une augmentation ici qui est quand même assez importante, et donc ça représente environ 8% des recettes de la région. Ce chiffre-là, je vais y revenir souvent parce que ça, c'est un chiffre. Autant le risque d'une crise de liquidité, bah, c'est sur beaucoup d'hypothèses, on sait, ou, enfin, on ne sait pas trop au final dire ce qui va arriver. Mais là, c'est un chiffre qui est assez réel. Et donc, ça veut dire que chaque année, bah, c'est tout de l'argent, plus ou moins 500 millions d'euros, donc je disais, qui qui part aux banques et donc qui ne peut pas être utilisé pour différents projets à Bruxelles. Donc, c'est le coût de la dette. Alors très rapidement, un peu les structures des recettes et des dépenses, vous voyez un peu comment ça marche, le financement de la région bruxelloise. Donc là, je parle vraiment de la région bruxelloise. Je ferai un petit mot sur la COCOM après. Mais donc sur les recettes, on est aux alentours de 5,5 milliards d'euros. De nouveau, ça dépend un peu comment on les calcule. Mais donc dans ces 5,5 milliards d'euros, on a à peu près la moitié qui vient de recettes fiscales. Donc les recettes fiscales, c'est notamment l'impôt des personnes physiques, l'IPP. Donc, l'IPP, c'est un impôt qui est de base fédérale. Le fédéral établit les règles liées à l'IPP, donc les tranches d'imposition, notamment pour l'impôt des personnes physiques. Mais la région, tout comme les communes d'ailleurs, peut prendre des centimes additionnels de l'IPP. Donc, c'est une partie de l'IPP qui arrive dans les caisses de la région. Euh, et donc, ça veut dire que ce qui est important à retenir pour cet impôt, c'est qu'il dépend, comme je disais, des règles fédérales. Et donc, par exemple, quand on a des mesures qui sont prises au niveau fédéral, comme le tax shift sous le gouvernement Michel ou le projet de changer certaines tranches de l'IPP qui est annoncé maintenant par l'Arizona, eh bien, ça a des conséquences aussi pour les finances des régions. L'IPP, c'est aussi important de bien se rendre compte qu'à Bruxelles, la population, l'IPP moyen est inférieur à la part bruxelloise dans la population belge. Donc ça veut dire que Bruxelles est une région assez pauvre et que donc l'IPP, quand on prend ça pour calculer des dotations comme impôt, c'est un critère qui va défavoriser Bruxelles par rapport aux autres régions, par rapport surtout à la Flandre, vu que, donc, comme je disais, Bruxelles est une région assez pauvre, environ 30% de la population bruxelloise vit sous le seuil de pauvreté. Alors, pour compenser cela, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de solidarité, donc qui rapporte environ 1,5 milliard d'euros à la région, 500 millions d'euros, qui est un mécanisme qui vise à compenser un peu partiellement, pas totalement, mais partiellement, les différences d'IPP entre les régions. Ce n'est pas un transfert horizontal entre régions, c'est le fédéral qui opère cette répartition. Alors, autre source de revenus importante, ce sont les droits d'enregistrement et les droits de succession. Donc, les droits d'enregistrement rapportent 634 millions d'euros, plus ou moins, à la région bruxelloise. Pour les droits de succession, on est aux alentours de 450 millions d'euros. Donc, vous voyez que ces deux sources de revenus importantes. Ben, pourquoi? Parce que, notamment, les droits d'enregistrement et les droits de succession, ça se base sur la valeur du patrimoine immobilier. Et comme vous le savez, l'immobilier est assez cher à Bruxelles. Ce qui veut donc dire, par contre, que si on voulait faire une réforme comme on a connu en Flandre et plus récemment en région wallonne, où on supprime quasiment ces droits d'enregistrement et on diminue ces droits de succession, ce serait un énorme manque à gagner pour la région bruxelloise. Alors ensuite, on a 2 milliards de dotations LSF, donc c'est les dotations que prévoit la loi spéciale de financement. Donc ça, c'est de l'argent que le fédéral verse à la région bruxelloise pour qu'elle remplisse toute une série de politiques publiques. Donc ça a été négocié dans les réformes de l'État. Il y a différentes manières de répartir ces dotations, mais donc de nouveau, un critère qui est souvent utilisé, comme je le disais, c'est l'IPP, l'impôt des personnes physiques. Et donc, de nouveau, c'est un critère qui défavorise Bruxelles. Et donc, c'est dans ces dotations-là que rentre le mécanisme de solidarité dont je vous parlais. Mais donc, si on additionne l'IPP régional et les dotations fédérales que la région reçoit basées sur l'IPP, ça fait environ 1,8 milliard d'euros des recettes de la région qui sont basées sur ce critère qui, comme je le disais, désavantage Bruxelles. Alors, on a encore 800 millions d'euros d'autres recettes. Par exemple, c'est là-dedans que rentrent les recettes STIB. Donc, la STIB, c'est environ 250, 260 millions d'euros de recettes. Il y a également les recettes liées au sac poubelle, par exemple, à Bruxelles Propreté. On est aux alentours de 75 millions d'euros. Mais donc voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de quelles sont les grandes sources de revenus, de recettes pour la région bruxelloise actuellement.
Alors, au niveau des dépenses, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout le budget, mais de nouveau, c'est pour vous donner une idée d'une petite photographie d'où est-ce qu'on en est. Si on prend les salaires, mais donc les salaires non seulement du personnel directement à la région bruxelloise, mais aussi des organismes administratifs qui en dépendent, comme par exemple la STIP ou Bruxelles Propreté, on est aux alentours d'une masse salariale de 1,6, 1,8 milliard d'euros, et dont là-dedans, un des gros morceaux, c'est la STIP qui représente aux alentours de 750 millions d'euros. On a 1 milliard d'euros plus ou moins qui vont de différentes manières à des transferts pour les pouvoirs locaux. On a Actiris et toutes ces missions qui représentent environ 700 millions d'euros, avec là-dedans, par exemple, les titres-services qui représentent à eux seuls un peu plus de 300 millions d'euros. Ça a même un peu augmenté maintenant avec les indexations. Et on a aussi les transferts aux commissions communautaires, donc typiquement la COCOF, la COCOM et la VGC, où on est aux alentours de 685 millions. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ces dépenses-là? Parce qu'en fait, ce sont des dépenses qui sont en réalité structurelles. Elles ne sont pas liées à une politique momentanée. C'est des dépenses qui restent dans le temps et qui continuent d'ailleurs d'être faites là, en affaires courantes. Et donc, c'est des dépenses qui, si on, sans politique, ne changent pas d'elles-mêmes toutes seules, on va dire. Alors, vous donner rapidement une petite idée un peu de l'évolution, en fait, ces dernières années de ces grands différents postes de dépenses que l'on a. Donc, sur le personnel, la masse salariale en région bruxelloise, donc de nouveau sur l'ensemble des structures en région bruxelloise, a augmenté d'environ 37% entre 2015 et 2022, avec ben voilà, surtout des augmentations, ben notamment à la STIB où on est dans cet ordre de grandeur-là, au niveau du SPRB, donc les services généraux de la région bruxelloise. Je précise aussi que quand je parle d'augmentation, et toutes les augmentations dont je vais parler, ce sont les augmentations en chiffres réels, donc c'est-à-dire en déflaté, donc c'est le chiffre en neutralisant les augmentations liées à l'inflation. Donc, on est environ aux alentours, comme je disais, de 37% pour la masse salariale. Pour le fonctionnement, donc le fonctionnement, c'est vraiment le fonctionnement des différentes administrations pour mener à bien leur politique. Là, on est à une augmentation de nouveau, donc en termes réels, d'environ 105% entre 2015 et 2024. Donc là aussi, on a quasiment, on fait x2 sur la masse en fonctionnement pour différentes raisons. Hein. Ça dépend des administrations. Mais donc, par exemple, Actiris, on a une augmentation de 168% liée à la réforme de l'État, la sixième réforme de l'État qui a donné des compétences à Actiris et différents développements de politique. Bruxelles Propreté, on a une augmentation d'environ 80%. On a les dépenses en informatique qui montent énormément puisqu'elles sont multipliées quasiment par 6 entre 2015 et 2022. On a les dépenses de Bruxelles Environnement en fonctionnement qui doublent quasiment. Idem pour le SPRB. Et à la STIB, on a une augmentation d'environ 43% des dépenses de fonctionnement, là principalement liées notamment aux dépenses en énergie pour la STIB, puisque les prix de l'énergie ont augmenté. Alors, autre augmentation, je vais y revenir après pour faire un point plus spécifique là-dedans, mais donc ce sont ce qu'on appelle les subsides aux commissions communautaires et aux communautés. Donc en fait, c'est l'argent que la région verse à d'autres entités fédérées. Et donc là, c'est principalement ben voilà, ce qui est versé à la COCOF, à la VGC et à la COCOM. Mais là, je vais m'attarder un peu plus après sur ce point-là bien précis. Autre point toujours d'augmentation, c'est ce qu'on appelle les transferts privés, donc les transferts vers des acteurs privés. Donc, ça, acteurs privés entendu au sens large, parce que ça peut vraiment recouvrir toute une série d'acteurs et de politiques. Mais donc là, on a une augmentation d'environ 67%. Typiquement, les augmentations là-dedans, ce sont Actiris au travers du développement du dispositif ACS, où les dépenses ont pas mal augmenté. Les titres-services aussi, où ça a augmenté. Différentes primes, les primes pour la révolution, mais aussi des subsides ou des primes pour différentes entreprises pour des raisons qui varient d'une politique à une autre. Des augmentations aussi là-dedans en logement, puisque des subsides à des sociétés, pas la société du logement de la région bruxelloise, mais d'autres sociétés qui agissent en matière de logement, où on a aussi augmenté les dépenses et les subsides là-dedans. Et enfin, dernier grand poste, on va dire, les investissements.
Et donc, les investissements, là, on est à une augmentation de 75%, avec notamment là-dedans beaucoup de dépenses en mobilité. Donc, que ce soit la STIB à travers différents projets, mais aussi Bruxelles Mobilité pour des rénovations de voiries, les rénovations des tunnels, par exemple, qui ont coûté énormément d'argent à la région bruxelloise, et également des investissements en matière de logement. Donc, on voit que dans que ce soit les salaires, le fonctionnement, les investissements, on a des augmentations de dépenses qui sont assez conséquentes depuis 2015-2017 environ. Alors, un point que j'aimerais un peu plus creuser avec vous, c'est un peu la raison de certaines dépenses et le rôle un peu particulier que Bruxelles a là-dedans. Puisque, comme je disais, il y a des grands transferts pour les commissions communautaires et en fait, des transferts parfois aussi indirect, un peu déguisé vers les communautés, parce qu'en fait, la région se retrouve quand même à devoir combler certaines lacunes, on va dire, puisque comme vous le savez, c'était l'objet du premier webinaire où j'étais intervenu avec Laurie Losso. Le système institutionnel à Bruxelles est particulièrement compliqué, avec notamment l'intervention des communautés, des commissions communautaires, et avec ben, voilà, des politiques des communautés qui ne répondent pas toujours aux besoins bruxellois, et donc des politiques qui ont de plus en plus été développées par la région de venir, par différents dispositifs financiers, essayer de combler ce manque de financement dans certaines politiques communautaires. Donc ça se marque par exemple au niveau de la COCOF. Donc en fait, pour rappel, la COCOF a hérité de différentes compétences de la communauté française. D'abord un transfert dans les années 90, et puis après la sixième réforme de l'État, on a refait un transfert. Donc c'est principalement des compétences dans le social santé et également la formation professionnelle. Et donc ce qui avait été fait à l'époque, le but de ce transfert avait été fait pour refinancer la communauté française. Donc on avait transféré les compétences à la COCOF à Bruxelles et à la région wallonne pour la Wallonie, en ne transférant qu'environ 90% des moyens liés à ces compétences-là. Et donc, il a fallu compenser cette différence. Et à Bruxelles, c'est donc venu avec un refinancement supplémentaire de la COCOF par rapport à ce qui est prévu normalement par la loi spéciale. Donc, la loi spéciale prévoit que la région bruxelloise doit donner un certain montant à la COCOF, mais elle laisse la possibilité de faire ce qu'on appelle un droit de tirage supplémentaire, ce qui a été fait plusieurs fois au cours de ces dernières années. Donc, on a une augmentation d'environ 75 millions d'euros de transferts supplémentaires pour la COCOF. Sauf que, et ça c'est la différence en fait avec la région wallonne, c'est que quand on revient refinancer ces compétences-là à Bruxelles, il y a cette célèbre clé 80-20 qui s'applique, et cette clé implique que 25% des moyens que l'on donne à la COCOF, il faut les donner à la VGC. Même si la VGC n'a pas le même statut que la COCOF et n'a pas reçu des transferts de compétences comme la COCOF, cela n'empêche que cette règle est là et que donc cette augmentation de moyens supplémentaires vers la COCOF a aussi entraîné une augmentation de moyens vers la VGC. On a aussi eu une augmentation des moyens versés par la région vers la COCOM. Je vais en profiter pour un tout petit peu m'attarder sur la COCOM, puisque la COCOM, dans le nom marchand, c'est quand même une entité fédérée à Bruxelles qui est extrêmement importante. Donc, la COCOM, elle a un budget qui est généralement à l'équilibre ou quasi à l'équilibre. La grande majorité de ses recettes, donc elle a environ 1,8 milliard d'euros de recettes, et la grande majorité des recettes de la COCOM, ce sont des dotations fédérales. Donc de nouveau, c'est cette fameuse loi spéciale de financement qui a prévu toute une série de financements pour la COCOM. Il faut savoir que dans l'histoire de la COCOM, en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Quand la COCOM a été créée, et en fait, jusqu'à la sixième réforme de l'État, la COCOM n'était pas vue vraiment comme une entité dans laquelle qui devait être appelée à jouer un grand rôle à Bruxelles. Pourquoi faire du bicommunautaire à Bruxelles? Les communautés savent très bien gérer. Et donc, elle n'a pas été vraiment intégrée dans la LSF. Et puis ensuite, quand il y a eu les transferts des allocations familiales lors de la sixième réforme de l'État, eh bien là, on a donné des moyens à la COCOM, mais pour ses nouvelles compétences. Donc, on n'a pas actualisé, on va dire, en fonction de l'ensemble des compétences qu'elle détenait avant, mais qu'elle n'exerçait pas spécialement. Mais donc, ce réveil de la COCOM a montré qu'en fait, la COCOM, on sait faire plein de politiques, notamment dans le social santé à Bruxelles, et donc elle a pris de plus en plus d'envergure avec le temps. Et donc, la région bruxelloise a augmenté aussi de plus en plus les financements pour la COCOM. Et donc, sur les
les 5, 6, plutôt 7, 8 dernières années, le financement de la COCOM a augmenté d'environ 100 millions d'euros. Il a été beaucoup plus haut encore durant le Covid, vu que la COCOM était vraiment un acteur central à Bruxelles pour la gestion de la crise du Covid. Et donc maintenant, on est aux alentours de 280 millions d'euros qui sont transférés de la région bruxelloise à la COCOM. Le reste des recettes de la COCOM sont donc ces fameuses dotations fédérales dont je vous parlais. Alors, pour vous donner un peu une idée de dépenses de la COCOM dans ce qui vous intéresse, en fait, c'est relativement peu parce que dans les dépenses de la COCOM directement pour le non marchand sont aux alentours de 35 millions d'euros. Les aux personnes, on est aux environs de 130 millions d'euros. Et là-dedans, il y a aussi les moyens qui sont donnés à Iriscare qui agit également dans ces dans ces matières-là, où c'est aux alentours de 60 millions d'euros. Donc, on voit que pour la COCOM, on est quand même dans des moyens différents un ordre de grandeur assez différent de ce dont je vous ai parlé pour la région bruxelloise, la grande partie des dépenses de la COCOM allant pour les allocations familiales. Alors, une autre manière que la région, un autre dispositif que la région a utilisé pour venir un peu pousser et stimuler, on va dire, des politiques communautaires à Bruxelles, c'est le dispositif ACS, dont des agents contractuels subventionnés, qui est un dispositif qui est d'ailleurs assez menacé par les réformes en cours du chômage, qui se fait via Actiris, et où en fait la région subsidie des emplois pour des personnes qui sont demandeurs d'emploi de longue durée généralement. Et donc, en fait, ce dispositif, il est utilisé aussi pour subventionner beaucoup d'emplois dans des institutions communautaires. Donc, un exemple typique là-dedans, c'est en matière de crèches. Donc, les crèches à Bruxelles, la compétence est exercée par la communauté française et par la communauté flamande. Eh bien, par exemple, il y a un accord entre la région bruxelloise et la communauté française pour que, en échange de création de places en crèche par la communauté française, la région vienne aider en subventionnant des travailleuses et des travailleurs via ce dispositif ACS. Donc, de nouveau, c'est une sorte de financement pour des compétences communautaires. Et puis après, on a encore des exemples divers, comme par exemple 25 millions d'euros qui sont dédiés à la lutte contre le décrochage scolaire, qui de nouveau sont une compétence des communautés. Alors la région doit aussi et a dû intervenir également, excusez-moi, pour combler des politiques et des manques de financement ou des absences de politique du niveau fédéral. Donc un exemple assez criant là-dedans à Bruxelles, c'est la crise de l'accueil. Donc normalement, c'est une politique qui doit être gérée par le fédéral, mais la région a dû financer toute une partie des dispositifs, même s'il y a eu des accords avec le fédéral. Mais de nouveau, c'est une politique qui arrive à charge de la région. C'est également le cas au niveau culturel, puisque théoriquement, le fédéral est compétent pour ce qu'on appelle le biculturel, donc la culture qui n'est ni uniquement francophone, ni uniquement néerlandophone à Bruxelles. Mais en réalité, c'est aussi une compétence qui a été transférée, mais sans financement à la région lors de la 6e réforme de l'État, et où la région intervient de plus en plus. Un exemple très connu, par exemple, c'est le musée Canal. Dernier point que je voulais aborder avec vous dans cet état des lieux, c'est la question de la mobilité. Alors, vous avez sûrement entendu parler de cette étude de la Banque nationale qui dit que Bruxelles, en fait, transfère de l'argent aux autres régions si on réfléchit en termes de PIB, de production dans la région. En fait, qu'est-ce que signifie réellement, l'un des messages derrière cette étude, c'est de dire que Bruxelles est le lieu non seulement de siège de plusieurs entreprises qui font vivre l'activité économique du pays, également d'administration, puisque c'est capitale, comme vous le savez, de la Belgique, donc du fédéral, capitale de la Flandre, avec toutes les administrations flamandes, capitale de l'OTAN, s'il y a des institutions européennes, etc. Et donc, tout ça génère beaucoup de richesses, fait venir beaucoup de travailleurs à Bruxelles, puisqu'il y a 400 000 environ navetteurs qui viennent chaque jour à Bruxelles. Et donc, c'est beaucoup de personnes qui vont utiliser les infrastructures bruxelloises, notamment les infrastructures en termes de mobilité. Et tout ça, évidemment, a un coût. Donc, si on prend les dépenses mobilité à Bruxelles, on est aux alentours de 2 milliards d'euros. Donc, vous vous souvenez, j'avais dit que sur les recettes, on était aux alentours de 5,5, 5,7 milliards d'euros. Donc, vous voyez que la mobilité, c'est quand même un énorme poste à Bruxelles. Donc, quand je parle de mobilité, c'est autant la STIB, je vous ai mis le chiffre en dessous, la STIB, c'est plus ou moins 1,2 milliard d'euros, mais aussi tous les travaux de voirie. Les tunnels, comme je l'ai dit, c'est des dépenses qui ont coûté énormément à la région bruxelloise. Et donc, on voit qu'on a des dépenses en mobilité en région bruxelloise qui sont particulièrement élevées par rapport au nombre d'habitants et par rapport à la richesse de la région bruxelloise, surtout si on regarde, par exemple, en termes d'opérateurs de transport public, ce qui est dépensé dans les autres régions.
Alors, il y a quelques mécanismes de compensation, comme par exemple Belleris, où on est aux alentours de 250 millions d'euros par an, et une dotation navetteur qui a été négociée lors de la sixième réforme de l'État, qui est 44 millions d'euros par an et qui d'ailleurs n'est pas indexée, donc qui vaut de moins en moins d'année en année. Mais donc, voilà, on peut se poser des questions sur les dépenses par rapport aux compensations qu'il y a de ce rôle de capitale à Bruxelles. Donc après avoir fait ce petit tour, un peu ce tableau de où est-ce qu'on en est niveau recettes, dépenses à Bruxelles, la fameuse question, quel est le risque d'une crise de liquidité? Alors on a beaucoup parlé en fait du terme shutdown pour s'inspirer un peu de ce qui se fait aux États-Unis. Euh, c'est un terme qui ne convient pas vraiment, qui ne convient d'ailleurs pas du tout à ce qui se passe à Bruxelles, ou ce qui pourrait même enfin, ce qui pourrait se passer. Le shutdown, c'est vraiment l'arrêt complet de tout, des administrations, etc. On ne sait plus rien, on ne sait plus rien payer parce que aux États-Unis, un budget n'est pas voté. Ici, ce qui pourrait arriver, on va voir enfin, si c'est probable ou non, c'est ce qu'on appelle une crise de liquidité. Donc en fait, une crise de liquidité, c'est le moment où vous n'avez plus assez de cash, plus assez d'argent dans votre trésorerie pour payer à un moment T toutes les obligations que vous avez. Donc, vous n'avez plus assez de liquidité. Alors normalement, pour 2026, selon ce qui a été annoncé, on devrait avoir suffisamment de liquidité pour remplir l'ensemble des obligations pour 2026. On a notamment eu un accord avec Belfus pour que Belfus serve d'intermédiaire sur les marchés pour obtenir ces emprunts, mais avec une condition d'un déficit de 1 milliard d'euros pour 2026. C'est ce qu'a annoncé le ministre Dirk de Smet. Alors, à l'heure actuelle, et j'ai contacté différents cabinets qui n'avaient pas non plus l'information. On n'a pas l'accord écrit ou de trace quelles sont les conditions qui vont derrière ce déficit d'un milliard d'euros. Imaginons qu'on a un déficit de plus d'un milliard d'euros, qu'est-ce qui arriverait? Ça, on ne sait pas trop. Mais donc, apparemment, pour 2026, on devrait avoir suffisamment de liquidités. En COCOM, la situation est aussi un peu tendue, où ça devrait être assez juste pour les liquidités également. Et donc, il y a des réflexions en cours au niveau de la COCOM pour prendre certaines mesures pour permettre d'assurer un financement périn des politiques sur l'année 2026. Alors forcément, donc pour rappel, on fonctionne selon le régime des 12e provisoires. Donc ça veut dire que chaque mois, on autorise le gouvernement à dépenser 3/12 du budget 2024, puisqu'on fonctionne toujours sur ce budget 2024 qui a été élaboré plus ou moins vers le mois de novembre, octobre-novembre 2023. Donc ça veut dire qu'on fonctionne avec un budget qui a quasiment 2 ans et demi, plus de 30 mois, enfin, bientôt 30 mois, donc qui est complètement dépassé par rapport à la réalité des dépenses. Et donc, on a excusez-moi, certaines dépenses qui ont augmenté, notamment via l'indexation, que ce soit les salaires ou les titres-services. Et on a également des reports de certaines dépenses qu'on ne fait plus parce qu'on est en affaires courantes, mais qui pourraient se faire à tout moment de nouveau parce qu'elles deviennent urgentes tout d'un coup. Par exemple, Vivaqua a fait plusieurs fois des appels à l'aide de la région pour avoir des financements supplémentaires pour pouvoir assurer ses missions. Et donc là-dedans, on a ces fameuses charges d'intérêt dont vous parlez de 500 millions d'euros. Et au final, c'est ça l'élément le plus embêtant, on va dire, le plus critique là-dedans au niveau des risques de financement pour la région, c'est qu'on perd énormément d'argent en charges d'intérêt qui pourrait être utilisé à autre chose. Et même si demain, on a un budget et différentes politiques pour réduire le déficit, ces charges d'intérêt ne vont pas se réduire du jour au lendemain. Et donc, ce qu'on pourrait gagner en effort, on peut vite le perdre avec cette augmentation de charges d'intérêt. Et donc, il y a vraiment une urgence là-dedans à essayer de stabiliser l'augmentation de ces charges d'intérêt parce qu'on ne peut pas continuer à un rythme comme ça indéfiniment. Alors, je vous disais en introduction, on estime pour 2025 le déficit à 1,250 milliards et le ministre de Smet a annoncé qu'on serait plutôt à 1 milliard. En réalité, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de se réjouir de ça pour deux raisons. La première raison, c'est que si on est à 1 milliard au lieu d'1,250 milliards, il y a un peu la question enfin, comment ça se fait qu'on a une telle différence qui apparaît. Et ça souligne un peu le manque de transparence que l'on a actuellement, puisqu'en fait, on ne sait pas vraiment comment ces économies sont faites actuellement, enfin, à part au cabinet du ministre et au gouvernement, on ne sait pas pour expliquer pourquoi est-ce qu'on est passé de 1,5 milliard d'euros en 24 à 1 milliard ou 1,250 milliards. Mais non,
on se doute bien que parce qu'on est en affaires courantes et il y a certaines mesures qui font parler d'elles, qu'il y a des réductions de dépenses qui sont faites, mais on n'a pas plus de détails. Et donc, il y a un gros problème démocratique, surtout que, rappelons-le quand même, gouvernement en affaires courantes, c'est un gouvernement avec des pouvoirs limités, un gouvernement qui n'a plus la confiance d'une majorité de membres au Parlement. Et donc, il y a quand même un gros problème démocratique là-dedans, puisqu'on est avec des mesures qui s'accumulent, dire de Smet qui annonce vouloir continuer à prendre de plus en plus de mesures pour réduire ce déficit, mais qui avance seul et de manière assez peu transparente et peu démocratique. Et donc, même si ça permet peut-être d'éviter une crise de liquidité à la région, ce sont des économies qui sont faites, qui sont assez dures, et vous êtes bien placé pour le savoir, qui touchent durement certains secteurs, sans qu'il y ait réellement un débat public au Parlement, un débat démocratique là derrière sur ces questions-là. L'autre raison pour laquelle je disais qu'il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir là-dedans, c'est que ça veut dire que, enfin, comme vous voyez, on fait des mesures qui commencent à être de plus en plus drastiques et la région qui fonctionne au ralenti, puisqu'on est en affaires courantes, on ne lance plus de nouvelles politiques. Je ne vais pas dire que la région est à l'arrêt, mais quand même pas loin, elle fonctionne fort au ralenti. Et donc, ça veut dire en fonctionnant au ralenti, sans réel développement de nouvelles politiques, on continue quand même à avoir un déficit très important. Donc, ça veut dire que si demain, on veut relancer les politiques, ce qui est quand même le but d'un gouvernement, eh bien, sans réduction du déficit, on repartirait vers un déficit beaucoup plus élevé, et donc avec toujours ce risque des charges d'intérêt. Alors là-dedans, en fait, un élément très important sur le fait d'avoir un déficit et une dette importante, il y a les charges d'intérêt dont je vous ai parlé, et il y a la question de la confiance des banques. En fait, la question, c'est est-ce que vous pouvez facilement vous financer, obtenir les financements nécessaires? Il y a plein de pays, c'est le cas par exemple même de la Belgique, l'État fédéral, qui ont des dettes extrêmement importantes, mais il y a une certaine confiance des investisseurs qui, même si le déficit et la dette sont importants, continuent de prêter de l'argent parce qu'ils savent qu'ils vont être remboursés à la fin. La région bruxelloise, qui est beaucoup plus petite, c'est évidemment beaucoup moins le cas. Vous voyez, on entend beaucoup parler de débats budgétaires en France, notamment sur la question de la dette et du déficit. C'est quasiment impensable que la France fasse faillite. Enfin, si la France est en crise de liquidité, c'est la fin de l'euro. Évidemment, le même raisonnement ne s'applique pas sur la région bruxelloise. Alors, il y a la question de la garantie ou non du fédéral. Céline reviendra là-dessus juste après. Mais donc, on a plusieurs signaux quand même d'inquiétude des banques avec la fin des lignes de crédit de Belfus. Donc, les lignes de crédit, c'était quoi? Ça permettait à la région, si à un moment elle n'avait pas assez d'argent sur son compte, enfin, dans sa trésorerie pour répondre à ses obligations, d'obtenir une avance de Belfus pour lui donner un peu de souplesse avant de devoir aller chercher l'argent sur les marchés. Là, c'est une souplesse du coup que l'on n'a plus et qui pourtant pourrait être utile dans ces moments-là. Alors, on aura une nouvelle évaluation de Standard & Poor's en mars. Donc, Standard & Poor's, pour rappel, c'est l'agence de notation qui donne un peu un bulletin à la dette bruxelloise à destination des investisseurs pour leur dire est-ce que c'est un bon produit ou pas. On peut dire ça un peu comme ça. Donc, la dette de la région la note de la dette a été plusieurs fois dégradée, la dernière fois en juin 2025. Donc, maintenant, on a une note de A, perspective négative, qui n'est pas une note en soi très mauvaise, mais qui pourrait encore se dégrader. Et donc là, on risquerait de rentrer, de rejoindre le rang d'État où les taux d'intérêt demandés sont plus élevés, puisque les taux d'intérêt sont liés notamment à la confiance là-dedans. Donc pour l'instant, la région arrive à se financer, mais comme je l'ai dit, avec des taux d'intérêt plus élevés. Mais évidemment, si la situation devait perdurer comme ça, il y a toujours ce risque qu'à un moment, la région n'arrive plus à obtenir soit suffisamment de moyens pour répondre à ses obligations, soit qu'elle puisse obtenir des financements, mais alors à des prix énormes qui, du coup, augmenteraient encore ces fameuses charges d'intérêt et donc l'argent que l'on doit payer pour emprunter. Alors, on voit quand même aussi un peu des signes pas de crise de liquidité, mais d'austérité qui s'impose et qui vient un peu se forcer sur le terrain bruxellois. On a donc l'exemple, par exemple, de la SLRB, la Société du Logement. Donc, la Société du Logement était vraiment dans une situation très critique au niveau de la trésorerie sur la fin de l'année 2025 parce qu'il y a beaucoup de projets qu'elle a dû payer à ce moment-là et on n'avait pas prévu qu'on avait lancé ces projets et qu'on n'aurait pas de gouvernement
et des difficultés de budget à ce moment-là. Et donc, elle a dû faire beaucoup de dépenses à ce moment-là. Et la condition pour recevoir de l'argent de la région, ça a été qu'elle diminue sa dette qu'elle a par rapport à la région, et notamment par cela de la vente d'actifs. Et donc, la SLRB va vendre différents bâtiments qu'elle comptait utiliser comme logements sociaux, donc par exemple le centre Ariane à Woluwe-Saint-Lambert. Et donc, c'est des biens qui devaient normalement avoir un rôle social et qui vont être vendus. Et comme le but de cette vente d'actifs, c'est de réduire le plus possible la dette, à mon avis, enfin, il faudra voir, mais la SLRB va surtout le vendre au plus offrant. Donc, le centre Ariane, actuellement, il est occupé par la Croix-Rouge flamande. Mais si il y a un promoteur immobilier ou une autre personne qui proposerait un prix plus élevé, à condition déjà aussi que la Croix-Rouge flamande voudrait le racheter pour avoir ce bien, bah, il pourrait à partir pour une toute autre finalité. Il y a les politiques qui sont prises sur les subsides actuellement, etc. Donc, au final, même si on n'est pas en crise de liquidité, on paye les conséquences de non seulement l'absence de gouvernement, mais de cette situation financière qui reste quand même compliquée au niveau de la région, du ministre, comme je l'ai dit, qui prend de plus en plus de mesures pour réduire le déficit de la manière dont il le souhaite. Et donc, comme je disais, Bruxelles s'installe de plus en plus dans un climat d'austérité. Le crash scénario total, enfin, qui pourrait arriver, mais qui n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, c'est donc, comme je vous disais, la crise de liquidité. Donc, c'est quand on n'a plus de trésorerie pour remplir les obligations. Qu'est-ce qui se passerait concrètement dans ce cas-là? Ben, tout d'abord, si c'est possible, on va reporter certains paiements. Parce que généralement, la région a beaucoup de dépenses dans le premier semestre, alors que les recettes arrivent surtout au second semestre. Donc, on peut parfois avoir un décalage. Donc, une politique pourrait être de reporter certains paiements. Et puis sinon, ce qui arrive, c'est qu'on priorise les dépenses, comme c'est déjà un peu le cas aujourd'hui au final. Donc, ce qu'on paye absolument en priorité, ce sont les charges de dette. Ensuite, les salaires et les allocations familiales. Puis les dépenses en fonctionnement des administrations. Et enfin, les subsides. Et donc, comme on le voit actuellement, ben, ce dans quoi on tape en premier pour l'instant, ce sont les subsides. Et enfin, l'ultime recours dont Céline vous parlera après, ce serait l'intervention de l'autorité fédérale si la région a besoin de demander des financements. Alors, les risques un peu à plus long terme de ce qui se passe, crise de liquidité ou non, c'est d'une part qu'il soit décidé à un moment de recentrer la région vers ses compétences propres. Comme je vous ai montré, la région intervient beaucoup dans les compétences communautaires via différents dispositifs. Et donc, il pourrait être décidé de tout d'un coup réduire ses dépenses là-dedans. Le problème, c'est que si les communautés ne compensent pas cette diminution-là, ben, ça veut dire qu'on perd dans des politiques publiques très importantes, notamment dans le social santé. L'autre scénario qui est un peu aussi un scénario catastrophe, c'est ce que l'on voit par exemple dans une ville comme Birmingham en Grande-Bretagne, où là, ils ont été carrément à la ville s'est déclarée en faillite, mais donc ils sont mis sous une coupe budgétaire, enfin qui font face à des coupes budgétaires énormes et un programme d'austérité carabiné. Et donc ça se marque par exemple par la suppression de la plupart des subsides. Les subsides pour la culture ont tout simplement été réduits à zéro, mais également pour toute une série d'acteurs. Réduction de personnel ou des salaires, ça a été le cas, c'est le cas notamment pour ce qui concerne les éboueurs, avec pour conséquence une grève des éboueurs qui dure depuis des mois et qui donne à la ville une apparence assez désastreuse, et une diminution des services publics, donc typiquement des centres pour des personnes en situation de handicap qui ferment, différents services, des bibliothèques qui ferment, parce qu'on fait face à une diminution drastique des dépenses. Voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Céline pour la question de comment se marquerait une intervention du fédéral si à un moment il devait absolument intervenir. Merci Guillaume. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais continuer dans l'exploration de la question des finances publiques à Bruxelles et je vais prendre ici une perspective plus institutionnelle et donc recadrer l'hypothèse d'une crise de liquidité, donc la situation où la région de Bruxelles-Capitale ne disposerait plus de liquidité suffisante pour remplir ses engagements et s'interroger sur le scénario de l'intervention de l'autorité fédérale. Donc, déjà, peut-être avant de s'interroger sur quels pourraient être les contours de cette intervention, il faut peut-être juste rappeler les limites et le cadre dans lequel une telle intervention pourrait avoir lieu. Donc déjà, et donc dans un premier cas, on va séparer la réflexion en deux temps. Dans le premier temps, là maintenant, je vais
examiner le scénario où la région des entités bruxelloises viendrait demander de l'aide à l'État fédéral. Et dans un deuxième temps, j'envisagerai avec vous le scénario d'une intervention spontanée de l'État fédéral, d'une intervention contrainte, donc dans un scénario dans lequel la région serait contrainte par le fédéral à demander de l'aide au fédéral. Alors, dans un premier scénario, donc, scénario où les entités bruxelloises viendraient toquer à la porte du fédéral pour obtenir de l'aide. Donc déjà, regardez peut-être un peu dans quel cadre ça pourrait se passer. Donc, on est dans un État fédéral en Belgique, un État fédéral qui est structuré sur base des principes d'autonomie et d'exclusivité et d'égalité. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on attribue une série de compétences à une série d'entités, la région de Bruxelles-Capitale, la COCOM, la COCOF, l'État fédéral, les communautés, région wallonne, etc. Et ces entités exercent ces compétences de manière tout à fait autonome et sur pied d'égalité les unes envers les autres. Donc, sur pied d'égalité, ça veut dire qu'il n'est pas prévu dans le fédéralisme belge que l'État fédéral ait une position hiérarchiquement supérieure à celle des entités fédérées. Il n'est pas non plus prévu que les lois fédérales priment les règles fédérées. Donc, ça, c'est le principe de base du fédéralisme belge, principe vraiment d'égalité. Ça veut dire quoi? Prolongement de ce principe, cela veut dire qu'un niveau de pouvoir ne peut pas venir financer les compétences d'un autre niveau de pouvoir. Alors, ça, c'est très important. Ça veut dire que l'autorité fédérale ne pourrait pas venir spontanément venir financer des compétences de la région, des entités bruxelloises. Par ailleurs aussi, il faut savoir que le financement, toutes les règles dont Guillaume vous a parlé, toutes les règles qui organisent le financement des entités bruxelloises, des entités fédérées de manière générale, est fixée dans une loi spéciale, la loi spéciale de financement. C'est une loi fédérale, et qui est donc une loi spéciale. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être modifiée à une simple majorité. Elle ne peut être modifiée qu'à une majorité des 2/3 au Sénat et à la Chambre, et à la condition d'avoir la majorité dans chacun des deux groupes linguistiques. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça veut dire que l'autorité fédérale, en l'état actuel, ne peut pas venir intervenir dans les finances bruxelloises sans une modification de cette loi spéciale de financement, donc sans revoir cette loi à une majorité des 2/3 et une majorité dans chacun des deux groupes linguistiques. Alors, on parle parfois de la possibilité d'un accord de coopération, mais là, de nouveau, les accords de coopération ne permettent pas à une entité d'abandonner ses compétences au profit d'une autre. Donc, la région ne pourrait pas conclure, si vous voulez, un espèce de contrat avec l'État fédéral pour lui laisser certaines compétences. Ça, le Conseil d'État a déjà bien rappelé qu'on est compétent dans les compétences que l'on a reçues et on ne peut pas se défaire de ces compétences. Par ailleurs, il y a encore une autre limite, l'article 15 de la loi de la LSRI, loi spéciale de réforme institutionnelle, qui prévoit, vous voyez, que l'État ne garantit pas les engagements pris par les communautés ou les régions. C'est le principe, en fait, si vous voulez, de la responsabilité financière des entités fédérées. C'est interprété comme une interdiction qui est faite à l'autorité fédérale de se porter garante d'un emprunt d'une région ou d'une communauté. Donc, le Conseil d'État nous dit que l'État ne peut pas garantir les engagements pris par une région. Comme la garantie de l'État requiert nécessairement un acte positif, cette disposition ne peut avoir d'effet utile que si elle est interprétée comme interdisant qu'une garantie de l'État ne soit jamais donnée à un engagement des régions, sauf par une loi de nouveau adoptée à la majorité spéciale dont je vous ai expliqué. C'est un peu logique en fait, c'est l'idée que, voilà, c'est la structure fédérale, on vous donne des compétences, on vous donne une autonomie, mais vous avez avec cette autonomie une responsabilité financière. L'État fédéral n'a pas de droit de regard sur la manière dont vous gérez vos compétences, et donc vous devez vous débrouiller avec ces compétences sans pouvoir après vous retourner vers l'État fédéral. Alors une autre limite qui n'est pas inscrite dans l'ordre juridique belge, mais que Guillaume a épinglée et qu'on peut tirer des enseignements européens ici, c'est que l'article 15 de la LSRI, eh bien en fait, il trouve son pendant dans l'article 125 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, donc c'est plus ou moins la même disposition, qui interdit en fait, l'article 125, qui interdit
aux États membres de l'Union européenne de prêter une assistance financière à un autre État membre. Idée de nouveau, c'est la même, responsabilité financière, c'est éviter qu'un État, particulièrement de la zone euro, ne se retourne vers les autres pour demander systématiquement de l'aide. Alors, bon, vous savez, il y a eu la crise grecque, donc on a quand même mis en place un mécanisme d'aide financière et la Cour de justice a été amenée à se prononcer sur ce mécanisme d'aide financière dans un arrêt très célèbre, l'arrêt Pringle, et dans lequel elle dit, à propos de ces fameux articles 125 qui est un peu similaire à l'article 15, dans lequel elle dit, la Cour de justice, que une assistance financière est envisageable, mais à la condition que il y ait des conditions, je fais bref ici, des conditions attachées à l'assistance financière qui est donnée par les États membres, des conditions qui sont de nature à inciter l'État membre qui est aidé à mettre en œuvre une politique budgétaire saine. Alors, si vous voulez, par analogie, vu que c'est un peu les mêmes dispositions, on peut en conclure que s'il devait y avoir une intervention du fédéral, et il est probable qu'on interpréterait l'article 15 un peu de manière similaire à l'article 125 au niveau européen et que l'on dise il doit y avoir des conditions à l'aide fédérale. Donc en gros, ce qui est important, c'est de bien comprendre ici que deux choses. Premièrement, une intervention directe, un mécanisme de droit public direct par lequel le fédéral interviendrait à la majorité ordinaire par une loi ordinaire fédérale au secours de la région de Bruxelles-Capitale, ça n'est pas possible. On peut revoir les règles de financement, mais avec une majorité spéciale dans chacun des deux groupes linguistiques et une majorité des deux tiers. Alors, ça veut dire que ce sera d'office des structures intermédiaires de droit privé, un peu comme celles que l'on a mis en place dans la crise grecque, crise financière, qui viendraient au secours de la région de Bruxelles-Capitale via le fédéral. Mais même dans ce cas-là, jurisprudence Pringle, même dans ce cas-là, l'assistance financière qui serait donnée serait conditionnée. Il y aurait certaines conditions qui seraient posées. Donc ça, là, c'est très important, cette idée d'intervention directe. Donc ça, c'est si la région de Bruxelles-Capitale va demander de l'aide au niveau du fédéral. Alors, il y a une autre possibilité aussi, c'est d'envisager le mécanisme, de répliquer le mécanisme qu'on a utilisé lorsque la région wallonne s'est retrouvée en difficulté après les inondations. Là, c'était des prêts qui ont été faits par le fédéral, où il a emprunté à ses taux normaux, et Guillaume vous a expliqué que le fédéral emprunte à des taux assez avantageux parce qu'il a la confiance des marchés. Alors là, le fédéral pourrait emprunter pour la région à ses taux à lui, puis octroyer un prêt à la région au même taux, potentiellement, par exemple, en gelant les remboursements pendant un certain temps. Donc là, on pourrait mettre en place le même mécanisme. Évidemment, vous allez me dire tout de suite, oui, mais il y a une différence entre la situation de la région wallonne qui doit faire face à quelque chose de ponctuel, des inondations, à des coûts ponctuels induits de cette catastrophe. Est-ce que c'est tout à fait comparable? Bon, là, il y aura sans doute un débat, mais donc cette possibilité pourrait aussi être explorée. Là, la région de Bruxelles-Capitale pourrait dire, voilà, est-ce que ce serait possible de venir nous aider sur cette base? Alors, dernière chose, et ça c'est un scénario encore moins souhaitable, c'est l'intervention directe du fédéral. Et là, c'est la situation où la région est contrainte de demander l'aide du fédéral. Il existe une disposition dans cette fameuse loi spéciale de financement, c'est l'article 49 de cette loi spéciale de financement, qui donne à l'État fédéral la possibilité pour le gouvernement fédéral, en fait, d'interdire à la région d'emprunter sur les marchés. Donc, le gouvernement fédéral peut limiter la capacité d'emprunt des entités fédérées. Alors, cette disposition est inscrite dans la loi spéciale de financement, elle n'a jamais vraiment été utilisée, mais elle offre une possibilité pour le gouvernement fédéral de venir vraiment là directement interdire à la région de Bruxelles-Capitale d'emprunter sur certains marchés, limiter sa capacité d'emprunt. Et donc, cette disposition ouvre la possibilité au gouvernement fédéral de provoquer une situation dans laquelle la région serait contrainte de venir lui demander de l'aide parce qu'elle ne saurait plus emprunter pour pouvoir se financer. Donc là, évidemment, c'est un scénario qui serait particulièrement lourd de conséquences, tant au niveau fédéral, parce que ça implique quand même une remise en question de l'autonomie des équilibres dans l'État belge,
mais aussi, évidemment, pour la région, ça la placerait dans une situation de dépendance vis-à-vis du fédéral. Donc voilà, alors à long terme, on pourrait aussi revoir le financement de la région de Bruxelles-Capitale. Comme Guillaume a pointé, il y a certaines questions que l'on peut se poser par rapport à ce financement. On pourrait se dire qu'une partie des difficultés financières de la région de Bruxelles-Capitale vient du fait que certaines de ses fonctions, certaines de ses missions ne sont pas correctement financées. Mais donc là, alors, il faudrait revoir la loi spéciale de financement. Et donc, pour ces réformes budgétaires à plus long terme, c'est toujours la même histoire. Il faut une majorité des 2 tiers à la Chambre et au Sénat et une majorité dans chacun des 2 groupes linguistiques. La route est donc encore un peu longue pour arriver à ces majorités. Donc voilà, ça c'était ce que l'on peut dire sur la question de l'intervention du fédéral. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir vraiment, hein, c'est que ça ne fonctionne pas du tout comme des communes. Il n'y a pas cette possibilité d'une tutelle, d'une intervention directe de l'autorité de tutelle. Le principe du fédéralisme, c'est l'autonomie, l'égalité. Alors, il y a des mécanismes, soit de droit privé, mais alors avec des conditions, soit le fameux 49, une intervention qui serait rendue nécessaire. Voilà, et je repasse la parole à Guillaume pour les conclusions. Voilà, donc pour une petite conclusion là-dedans. Donc pour nous, ce qu'on identifie quand même, c'est l'urgence de retrouver en fait tout d'abord une crédibilité politique et financière. Donc crédibilité financière, c'est notamment une crédibilité sur les marchés pour calmer ces fameuses charges d'intérêt. Crédibilité politique, c'est pour que de nouveau la région puisse faire porter sa voix au niveau fédéral, ce qui est déjà compliqué de base puisque la région bruxelloise n'est pas toujours considérée comme une région sur le même pied d'égalité des autres. Mais donc, pour, par exemple, pouvoir porter les points de financement dont je vous parlais, par exemple, en mobilité ou sur les compétences communautaires, eh bien, il faut pouvoir montrer qu'il y a ça balayer devant sa porte avant pour pouvoir venir après espérer demander des nouveaux financements pour Bruxelles, pour pouvoir réellement développer ces politiques-là en région bruxelloise. La question à plus court terme, vu le climat qu'il y a, d'essayer aussi d'y voir, mais là, évidemment, il faut un appui politique là derrière, mais de diminuer certaines dépenses, puisque comme je vous disais, actuellement, on marche plus selon un ordre de priorité pour décider là où on coupe et là où on continue de payer, sans réel débat démocratique derrière et sans réelle transparence surtout. Et donc, il y aurait quand même ce serait quand même assez intéressant de pouvoir discuter de cela et de pouvoir dire, par exemple, sur toute une série de dépenses ou dans certains secteurs bien précis, on décide de diminuer certaines dépenses contre des coupes qui pourraient venir. Comme je disais, stabiliser les charges d'intérêt, puisque au final, avoir un déficit en soi n'est pas trop grave, mais s'il y a des charges d'intérêt assez élevées, c'est là où ça devient plus embêtant. Et au final, là derrière, pouvoir aussi se donner de l'air et des possibilités, pouvoir se redonner des moyens de développer différentes politiques publiques, pouvoir aussi être en capacité d'assumer des imprévus, des coûts imprévus, puisque ça peut aussi arriver. Pour donner un exemple, les communes bruxelloises sont quand même, surtout certaines, en assez grande difficulté financière, déjà de base, mais en plus avec les réformes qui arrivent ou qui sont en cours du fédéral, cela vient encore plus précariser certaines communes. Et donc là, la région est celle qui est censée intervenir pour venir aider les communes si à un moment elles n'ont plus suffisamment de financement. Mais donc pour cela, il faut que la région ait elle-même la marge de manœuvre et les moyens suffisants pour pouvoir venir aider, le cas échéant, les communes. Et enfin, et ça c'est de manière plus générale, et c'est un peu la conclusion habituelle qui s'applique quand on parle financement institutionnel, politique publique, c'est pouvoir porter une vision pour Bruxelles, puisque là, on a un peu l'impression que l'on vit une période où il n'y a plus vraiment un projet bruxellois qui est devant. Juste dire réduire le déficit pour réduire le déficit et dire on va arriver à un déficit de temps, ce n'est pas en soi un projet ou une vision pour Bruxelles. Donc, il faut avoir une vision déjà entre Bruxellois pour ce qu'on fait dans ce que la région peut faire elle-même, et puis plus largement une vision apportée au fédéral des demandes, des projets, que ce soit pour revoir le financement ou l'architecture institutionnelle. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Maintenant, on est intéressé par vos questions. Merci beaucoup Céline et Guillaume pour cette présentation qui soulève évidemment de multiples questions, mais aussi de nombreuses réflexions.
Donc, je trouvais que la dernière intervention qui rappelle bien évidemment que le budget doit rester un moyen pour développer des politiques et des mesures, évidemment, pour avoir une vraie vision pour Bruxelles. Ça, c'est vraiment essentiel. Je retiens quand même déjà de la présentation qu'en effet, il ne faut pas espérer une aide automatique et directe du fédéral, que cette aide éventuelle du fédéral, elle serait vraiment conditionnée. Et donc, si à long terme, on peut se projeter peut-être sur une révision de la loi spéciale de financement, à court terme, il semble préférable donc de se débrouiller par nous-mêmes, de compter sur Bruxelles. Dans le secteur non marchand, évidemment, on observe que le manque de trésorerie, mais aussi les affaires courantes, ont de nombreux impacts. Donc, on a cité notamment l'absence de mesures pour répondre à toutes les crises, l'incertitude qui est très forte, liée au crédit provisoire, et donc l'incertitude sur la prévisibilité au-delà des périodes de 3 ou de 4 mois, mais aussi le climat d'austérité. Donc, Guillaume, tu as mentionné tout à l'heure qu'il y avait un manque de transparence par rapport aux économies qui étaient déjà réalisées à l'heure actuelle. Malheureusement, nous, on sait très bien qu'une grande partie des économies sont réalisées dans le secteur non marchand, où il y a déjà des pertes d'emplois, il y a des structures qui ont dû fermer, et on entend malheureusement presque maintenant quotidiennement des nouvelles perspectives d'économie qui seraient réalisées. Et donc, ça veut dire qu'en affaires courantes aussi, la cible, comme on l'a vu un peu dans l'échelle, la gradation des dépenses, elle a tendance, par effet, par facilité, à être prise sur les subsides, peut-être d'autant plus encore sur les subsides qui sont dits facultatifs, et de manière linéaire alors. Ça veut dire que le gouvernement ne fait pas de réels choix par rapport à une vision justement de société pour Bruxelles. Et ça nous semble vraiment très dommageable. Alors face à tout cet ensemble, on pourrait être un peu timoré, se dire tiens, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je pense que c'est quand même important qu'on puisse rester acteur et actif face à cette situation. Alors, juste deux éléments avant de passer au débat. Donc, au niveau plutôt micro, au niveau de chaque ASBL, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut avant tout d'abord faire preuve de prudence aussi par rapport à cette réalité budgétaire. Et il faut continuer à suivre sa compta, on va dire, à anticiper l'évolution de la situation budgétaire, mais aussi à ne pas avoir peur de mutualiser parfois certains besoins, certaines recettes, à renégocier des contrats auprès de ses fournisseurs et ainsi de suite, à les rediscuter avec son banquier ou les banquiers de manière générale pour bénéficier de crédits ponts et compagnie. Ça, c'est au niveau micro. Au niveau macro, je crois que c'est plus nécessaire que jamais de continuer à faire bloc de manière commune au sein du secteur non marchand pour vraiment préserver et sauvegarder notre secteur. Je pense qu'il faut continuer à interpeller le politique, non seulement le gouvernement en affaires courantes, mais le Parlement aussi. Il ne faut pas oublier que même si on n'a pas un gouvernement de plein exercice, il y a quand même des politiciens qui sont là à l'heure actuelle. Et il faut leur rappeler sans cesse que dépenser de l'argent dans le non-marchand, ce n'est pas un simple coût, mais c'est un investissement et ça permet également de faire de la prévention budgétaire. Sur ce, je passe la parole à Sophie pour le débat. Oui, merci beaucoup. Ben, je propose, je vois qu'il y a quelques questions, remarques dans le chat, mais pour plus d'interactivité. Et la première question a été posée par vous, Amandine Prade. Je vais vous ouvrir le micro et vous pouvez la poser directement aux interlocuteurs. Merci Sophie. Effectivement, j'avais une petite question par rapport au montant spécifique de 40 millions, parce que c'est assez intéressant d'entendre que tu mentionnais, Guillaume, qu'il y a un peu parfois un dépassement de certaines compétences qui font que la région doit parfois peut-être combler certaines lacunes. Nous, on entend beaucoup, en tout cas dans les pistes d'économie, que la dotation que la COCOM reçoit pour le moment de 40 millions par an pourrait passer en régime extinctif d'ici 2029 avec une diminution de 10 millions par an. Et moi, je ne sais pas si c'est le genre de choses que vous avez creusé, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que ça couvre en fait ces 40 millions. Je ne sais pas, est-ce que tu avais vraiment fait une slide où vous aviez repris ça sur certains chiffres, mais est-ce que tu vois ce dont je parle? Est-ce que vous en savez plus? Sur les 40 millions, comme ça, non, ce que j'ai repris, c'est les chiffres de la dotation générale que la région verse à la COCOM chaque année, et en regardant les différences qu'il y a eu au fur et à mesure des années sur cette dotation. Mais donc le détail de la dotation, de comment est-ce que là je l'ai pas reprise comme ça. Sur le régime extinctif, ça, il n'y a rien, à ma connaissance, qui a déjà été validé, officiellement en tout cas, via
il y a le Parlement, mais comme on disait, la difficulté, c'est que maintenant, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors directement Oui. de débat parlementaire ou du Parlement. Donc, c'est peut-être quelque chose qui circule. Et en fait, il y a la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que ce gouvernement en affaires courantes pourrait décider lui-même de ne plus verser ou de diminuer la dotation, enfin ce versement-là vers la COCOM à partir du moment, et là je vais répondre en même temps à une des questions qu'il y avait là-dedans, enfin dans le chat, qu'il n'y a pas il y a certains montants minimums ou certaines dotations qui sont prévues dans un cadre légal pour que la région doit verser aux commissions communautaires, mais la région, pour l'instant, verse plus que ce qui est prévu dans ce cadre légal. Donc, légalement, en tout cas, je pense que la région pourrait assez facilement justifier de le diminuer. Mais la question, surtout, c'est la manière dont on le fait. Si c'est le gouvernement qui le fait de lui-même, là, on sortirait quand même très, très fort du cadre des affaires courantes. Déjà, de manière générale, la légalité du budget qui, normalement, doit être approuvé par le Parlement, mais encore plus dans le contexte d'affaires courantes. Mais comme je disais, c'est le problème du contexte actuel, c'est que pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du Parlement. Alors que normalement, dans le cas des affaires courantes, ça devrait être l'inverse. Okay, j'avais juste 2 questions et un commentaire. Donc déjà pour les économies, on l'a vécu ce matin encore avec Bruno. Effectivement, il y a des pratiques, ouais, je dirais assez frontales de recherche d'économie avec des dossiers qui sont déposés en urgence au Parlement. Donc nous, ça nous inquiète assez fort. Parce qu'effectivement, le seul centre de gravité sur lequel on peut encore se reposer, c'est le Parlement, mais lui-même est complètement pris de court dans les pratiques habituelles où il y a des dossiers qui sont vraiment déposés à la USART, je ne peux pas le dire autrement. Donc, en tout cas, ça, on l'a encore vu ce matin, il y a clairement des pistes d'économie qui vont se concrétiser en dehors d'un gouvernement classique. Moi, je me posais la question par rapport à Belfius, qui a, entre guillemets, claqué la porte au niveau de la région. Je me demande qu'est-ce que ça a comme implication supplémentaire par rapport à ce que vous avez expliqué. Et alors, et je pense que ça rejoint une question du chat aussi, nous, on sait qu'au niveau COCOM, on est beaucoup plus dans les coupes de dépenses parce qu'on invoque souvent l'argument qu'on ne sait pas faire rentrer de recettes. Et là, je pense directement à un des leviers qu'on mentionne souvent, qui est l'assurance autonomie. Est-ce que vous voyez des pistes où on pourrait contourner cette difficulté? Ça m'intéresserait. Merci. Alors, sur Belfius, donc en soi, les lignes de crédit de Belfius, c'est un instrument qui a été très, très peu utilisé ces dernières années. Donc, en lui-même, donc c'est surtout, il faut différencier les difficultés liées à ce qui est opérationnel et ce qui est lié à plus l'image sur les marchés. Au niveau opérationnel, jusqu'à présent, ça n'aurait pas posé de problème vu qu'on en avait très peu recours, mais c'est justement dans des contextes où ça devient de plus en plus tendu, où ça pourrait être utile de pouvoir compter sur ces lignes-là, en tout cas comme coussin pour apporter un peu plus de souplesse. Et c'est aussi du coup le risque que ça envoie sur le signal que ça envoie sur le marché à d'autres investisseurs. Il ne faut pas oublier que si on regarde, enfin, selon l'agence de la dette, 90%, voire plus, je pense même 99% des investisseurs qui prêtent de l'argent à la région ne sont pas belges, ils viennent de l'étranger. Et donc Belfius sert aussi un peu de banque de référence là-dedans. Et donc si Belfius envoie le signal qu'eux-mêmes ne veulent plus être caissiers pour la région, ça envoie quand même un signal assez négatif. Alors, sur l'assurance autonomie, bon, c'est un vaste débat juridique. On pourra en discuter une autre fois, parce que sinon, on est parti pour longtemps. Mais c'est vrai que c'est une question qui se pose. Théoriquement, la COCOM a la compétence de créer, si elle le voulait, une assurance autonomie pour les Bruxellois. Après, se pose la question de est-ce qu'elle peut rendre cette assurance obligatoire, comme c'est le cas sur le territoire en Flandre. Comment est-ce qu'on peut articuler cette assurance autonomie avec celle qui existe déjà, que la Flandre fait déjà sur le territoire bruxellois, même si elle est facultative. Donc, c'est énormément de questions juridiques là-dedans, mais voilà, comme d'habitude, un peu dans le fédéralisme à Bruxelles, en bricolant, on doit avoir moyen de trouver des pistes. Merci. Je tiens à rappeler qu'il ne faut pas hésiter à maintenant lever la main pour poser ces questions.
pour un débat plus interactif, mais je peux prendre les questions qui sont mises dans le chat, notamment celle de François de Caluet. Est-ce qu'il y a des conditions relatives à l'activation de l'article 49 de la loi spéciale de financement dont tu parlais, Céline? Peut-être les citer brièvement. La disposition parle d'un avis de la section besoin de financement et il faut un arrêté qui soit délibéré en Conseil des ministres. Donc ça, c'est les conditions qui sont posées à l'article 49 de la loi spéciale de financement, paragraphe 7. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ensemble du Conseil des ministres au niveau fédéral s'engage collectivement dans cette disposition, enfin dans cette démarche. Donc ça, c'est les conditions qui sont expressément posées dans l'article 49, paragraphe 7. Et est-ce que je réponds déjà à une autre question dans le chat que je viens de voir ou pas? Oui. Oui, alors, sur les actions, oui, on en a entendu parler. On a été consulté avec... en tout cas, on nous a posé des questions à Guillaume et à moi-même sur ces possibilités d'action juridiques, enfin judiciaires, en fait. Alors, il y a plusieurs configurations possibles. Donc, sur une question qui m'a été posée indirectement, donc c'était en fait, on ne va pas se prononcer sur l'opportunité de le faire ou pas et sur le pourcentage de taux de réussite d'une telle action. Mais si on imagine, par exemple, une action qui serait basée sur un retrait des financements régionaux ou de la COCOM dans certaines missions qui touchent vraiment au cœur de la dignité humaine, droit à la vie, droit à la santé de personnes très, très vulnérables, comme ça peut être le cas dans certains recours envisagés. Voilà, juridiquement, la question n'a jamais été posée, mais il y a des arguments pour dire qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, la responsabilité des différentes autorités publiques compétentes en la matière pourrait être envisagée au moyen, par exemple, d'une action référée. Mais il faut être prudent parce que ce serait une action inédite. Et par ailleurs, on en discutait justement avec Guillaume, la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs entités qui sont à chaque fois compétentes sur ces questions. Et donc, le juge qui serait saisi serait aussi amené à s'interroger sur la compétence de chacune et la part de responsabilité de chacune des autorités compétentes. Et ça, ce serait quand même compliqué pour le juge. On peut faire j'entends un écho un peu bizarre, je ne sais pas si vous l'entendez aussi. Ah non, voilà, je n'entends plus. On peut faire un parallèle avec l'affaire climat où les différentes autorités, il y a plein d'autorités compétentes en matière climatique, elles ont toutes été condamnées par le juge solidairement à atteindre des objectifs qui étaient fixés, mais là, les objectifs étaient fixés d'une manière très claire au niveau européen, un objectif de réduction en termes d'émissions. Ici, à Bruxelles, c'est beaucoup plus compliqué de chiffrer et d'identifier l'objectif en termes de prise en charge des besoins de la population sur le territoire bruxellois des différentes autorités. Ça ne veut pas dire qu'un recours juridique, qu'un recours devant le juge, par exemple des référés, est tout à fait exclu. Mais voilà, c'est inédit, ça poserait une série de questions. Et on ne peut pas dire que c'est à 100% sûr que ça fonctionnerait. Côté positif, on peut s'arrimer à tout ce qui est jurisprudence relative aux obligations positives en matière de protection de la vie et de la santé et dire que voilà, la Cour européenne des droits de l'homme établit très clairement des obligations en la matière, le Conseil d'État aussi, et que donc à partir de ces obligations-là, on peut fonder un argumentaire juridique. Mais on ne saurait, je laisse Guillaume préciser les choses et compléter s'il le veut, mais on ne sait pas dire à ce stade, un tel recours, c'est 100% de réussite. Oui, c'est ça, c'est le risque que ça vienne se cogner à l'institutionnel bruxellois, puisque imaginons donc le recours soit fait contre la COCOM pour certaines compétences en non marchand, mais donc c'est des compétences qu'ont également la communauté flamande et la COCOF ou la communauté française. Et donc, pour qu'on détermine qu'il y ait une faute, le juge pourrait être amené à devoir se dire quelle est
la part qui doit être faite par chacune de ces autorités, vu qu'elles sont toutes compétentes sur le territoire bruxellois pour ces matières-là. Or, comme on a ce fameux principe d'interdiction des sous-nationalités qui veut qu'il n'y ait pas une population déterminée pour chaque entité, eh bien, le juge pourra un peu se retrouver bloqué par rapport à ça. Ceci dit, la COCOM, là, l'avantage, c'est qu'elle est théoriquement compétente pour l'ensemble des Bruxelloises et des Bruxellois, donc ça pourrait être aussi une piste à explorer pour utiliser ce recours, mais dans tous les cas, c'est sûr que ça va poser des questions en termes institutionnels très intéressantes, mais c'est difficile de savoir ce qui va être mis là-dedans, puisque on va rentrer dans un peu ce tabou à Bruxelles de quelle est la responsabilité de chaque autorité sur le territoire bruxellois. Parce que par exemple, en matière de crèche, la COCOM n'a jamais vraiment exercé sa compétence. Il y a eu un cas où il y avait des crèches pirates qui normalement dépendaient de la COCOM et elles ne vérifiaient pas l'effectivité de l'inspection de ces crèches-là. Et ça aboutit malheureusement sur un décès en 2015. Et la COCOM, du coup, a créé un cadre légal, mais n'exerce toujours pas vraiment sa compétence. Donc là, par exemple, c'est un cas où c'est plus exercé par les communautés. Donc on voit que vraiment juridiquement, hein, du coup, c'est quand même une question assez compliquée de savoir quelle est la part du travail qui doit être fait par chacune de ces entités à partir du moment où, sur le même territoire, elles sont compétentes dans les mêmes matières, mais à l'égard d'une population qui n'est pas déterminée. Ah, oui, et je voudrais juste compléter en disant la demande. Donc, en fait, je pense que dans un recours comme ça, il faut réfléchir, tenir compte de tout ce qu'on vient de dire sur cette complexité de l'institutionnel bruxellois et peut-être formuler les demandes d'une façon qui tienne compte de cette complexité en demandant, en suscitant une coopération entre ces différentes entités et en demandant au juge de l'encourager, voire de l'obliger. Et, vu que Bruxéo et la FAS sont également cités dans cette question sur le chat, dire qu'au sein de Bruxéo, dès le mois d'avril, en fait, on s'est un peu saisi de cette question, cette possibilité. À l'époque, les contacts qu'on a pris nous ont pas spécialement conseillé d'aller plus loin, vu les peu de chances d'aboutir. Mais là, on a de nouveau été mis en contact avec différentes ASBL qui souhaitent introduire ici une démarche, notamment Éric Ancion, et on a pris rendez-vous avec le bureau d'avocats qui serait en charge d'aider, on va dire, à rentrer cette demande. Et donc, voilà, c'est quelque chose aussi sur lequel on est actif et on est en contact avec différentes personnes pour avancer là-dessus, pour essayer un peu de dépatouiller le terrain avant de voir si vraiment cette démarche aurait une chance d'aboutir. Je vais donner la parole à Clarisse. Anne-Nicolaine. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation super intéressante. Moi, j'avais au moins deux questions. La première question, c'est celle que j'ai posée dans le chat, c'est est-ce que on peut réfléchir à des pistes fiscales qui permettent d'utiliser l'autonomie fiscale de la région bruxelloise et donc d'augmenter les recettes sans dépendre du fédéral? Est-ce que vous réfléchissez à ça ou est-ce qu'il y en a d'autres qui réfléchissent à ça autour de vous, notamment les additionnels IPP et ce genre de choses? Et ma deuxième question, c'est est-ce que l'augmentation des charges d'intérêt, elle est due à l'augmentation des déficits ou elle est due à l'augmentation des taux d'intérêt sur la dette? Euh, et ma troisième question, si je peux me permettre, c'est est-ce que, donc, on vous avait dit que 99% de la dette publique était détenue par des investisseurs étrangers. Est-ce qu'il y a aussi des pistes pour réfléchir à justement être moins dépendant des investisseurs étrangers sur la dette publique, notamment soit en mobilisant l'épargne des Bruxellois, soit en essayant que le fédéral emprunte pour Bruxelles, voilà, ce genre de pistes. Merci déjà. Et juste par rapport à la première question de Clarisse, moi j'aimerais bien la compléter en demandant qu'est-ce qui est possible de faire en affaires courantes. Est-ce que des nouvelles recettes seraient possibles par le gouvernement en affaires courantes ou par le Parlement? Alors, pour les recettes, c'est le principe l'égalité de l'impôt. Donc, ça veut dire que si on veut des nouvelles recettes, ça va passer par le Parlement. C'est le Parlement qui décide, ça va être fait dans une ordonnance pour agir à ce niveau-là. Alors, les recettes fiscales en région bruxelloise, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. Alors, il y a des dépenses, il y a des recettes qui sont envisagées, notamment au niveau de la fiscalité automobile. Donc, on a entendu, il y avait le projet de faire une taxe kilométrique. Durant la petite période de négociation que l'on a connue maintenant, il y avait Yvan Eurostrat qui avait
annoncé aussi l'idée de mettre de la taxation automobile. Donc là, c'est une idée, enfin, c'est un moyen de faire contribuer d'une certaine manière surtout les navetteurs, les personnes qui viennent d'en dehors de Bruxelles, à voir encore évidemment juridiquement comment mettre ça en place. Ceci dit, par exemple, ce qui concerne le principe de loyauté fédérale, le Conseil d'État a validé l'idée de faire une taxation kilométrique à Bruxelles en disant que ça n'atteignait pas les compétences de la Flandre et de la région wallonne. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Sur le reste, sur l'IPP, droit d'enregistrement, droit de succession, évidemment, c'est toujours possible de faire des choses. Ceci dit, il ne faut jamais perdre de tête. Comme je disais, qu'au final, il y a des grandes disparités économiques au sein de la région bruxelloise. Donc, c'est quand même un bloc une partie de la population qui contribue en grande partie pour ces recettes fiscales. Et les frontières de Bruxelles sont ce qu'elles sont. Et donc, pour le coup, ici, l'argument de la facilité de l'exil fiscal est quand même, pourrait se poser si on allait jusqu'à un certain point, puisque vous habitez Krainem, Rode-Saint-Genèse, La Hulpe ou Rixensart, vous êtes quasiment à Bruxelles et déjà actuellement, vous payez beaucoup moins de droits d'enregistrement, etc. Donc, mais ça, évidemment, ce sont des choix politiques à prendre là derrière. Mais par exemple, sur l'IPP, les centimes additionnels de l'IPP, il faut savoir qu'il y a quelques années, la région bruxelloise avait décidé de diminuer la part de centimes additionnels à l'IPP qu'elle prenait. Donc, elle pourrait déjà, par exemple, revenir au niveau de base qu'il y avait avant qu'elle décide de les diminuer. Alors, je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, mais donc il y avait la question sur faire jouer l'épargne, par exemple. Donc, on a les exemples au niveau fédéral où, justement, pour calmer ces fameuses charges d'intérêt, le fédéral a utilisé, une première fois, cet instrument sous ce qu'on appelait les emprunts le terme, où justement il y avait une fameuse nuit où les taux d'intérêt menaçaient d'être très hauts pour la Belgique. Et pour calmer cela, il avait fait lever des bons d'État qui avaient rapporté énormément d'argent. Là, on a connu le cas avec le bon Van Petegem plus récemment. Bon, là, c'était dans une autre visée. C'était plus pour que les banques augmentent les taux sur les comptes d'épargne. Mais donc là aussi, on avait vu que la Belgique a une grande capacité de lever de lever des fonds, de s'autofinancer auprès de sa population. Et c'est vrai que si on regarde les niveaux d'épargne au niveau belge, c'est des niveaux qui sont extrêmement élevés. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais on est quasiment à 2 fois le PIB, je pense, en termes en tout cas de financement disponible. Ceci dit, le problème sur Bruxelles, si on fait au niveau bruxellois, c'est que comme de nouveau, on retombe là-dedans, la région bruxelloise est beaucoup plus pauvre. Si on prend par exemple sur l'année 2024, ce qu'il y a eu comme épargne brute par habitant à Bruxelles, c'est les chiffres de la BNB qui sont sortis la semaine passée. À Bruxelles, on a 1 289 euros par habitant, 5 217 euros par habitant en Flandre, 2 822 euros en Wallonie, et la moyenne belge est à 4 000 euros. Donc on voit que Bruxelles, on est quasiment à 4 fois, un Bruxellois sur une année épargne quasiment 4 fois ce qu'un Belge moyen emprunte, en tout cas 4 fois en moins ce qu'un Flamand emprunte. Donc on a des grandes différences là-dedans. Et il faut aussi, évidemment, il y a la question de la confiance. Il faut que les gens aient envie de venir confier leur argent, qu'il y ait des incitants en termes de taux d'intérêt, combien ça va leur rapporter, etc. Donc, c'est toujours compliqué, mais c'est une piste qui est possible et qui a déjà été étudiée, par exemple, au niveau de la région wallonne, de voir si c'était possible de le faire. Et enfin, sur la dernière question, sur les charges d'intérêt, donc forcément, la dette augmente, mais c'est aussi évidemment lié au taux d'intérêt. Il faut savoir, la région, ce qui est quand même positif là-dedans, c'est que la région bruxelloise, quand elle emprunte, c'est comme des emprunts à long terme. Donc, l'échéance des emprunts, le moment où il va falloir rembourser l'emprunt, est généralement assez long terme. Ce qui veut aussi dire, par contre, que tous les emprunts qu'on fait maintenant, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va traîner pendant encore très longtemps. Merci Guillaume. Là, je vais prendre la dernière question. Il reste 5 minutes de François de Caluet. Voilà. Je vous ai ouvert le micro normalement. Je pense pas. Voilà. Ouais, c'était une petite question d'éclaircissement parce que j'ai le sentiment dans la présentation, vous avez parlé de l'exclusivité des compétences et quand vous avez parlé du recours, vous parlez que toutes les compétences se chevauchent et qu'ils se renvoient la balle et qu'on ne sait pas du coup. Mais du coup, je comprends pas bien en fait. Si vous pouviez repréciser ce point-là. Oui, mais c'est la grande ambiguïté du fédéralisme belge. Donc, c'est qu'il repose sur un principe d'exclusivité des compétences. Donc, on attribue, par exemple, les compétences aux communautés dans certaines matières. Elles peuvent intervenir exclusivement à l'égard de certaines institutions à Bruxelles
qui sont organisées en français pour la communauté française. Toutes les institutions organisées en néerlandais, c'est la compétence exclusive de la communauté flamande. Donc, chacun se voit attribuer une compétence qui exclut l'intervention d'un autre, mais comme vous le soulevez bien, il y a toute une série de problèmes sociaux, le sans-abrisme, par exemple, à Bruxelles, la grande pauvreté, enfin, toute une série de problèmes que vous connaissez très bien, qui nécessitent la coopération et l'intervention de chacune des autorités compétentes. Et donc, dans un régime d'exclusivité des compétences, alors, une coopération est nécessaire, souvent, sur toute une série de problèmes, parce que chacun détient une petite partie de la pièce du puzzle pour régler le problème. Et donc, par exemple, dans certains des recours qui étaient envisagés, que ce soit l'aide médicale de première ligne ou enfin vraiment le fait de couvrir certains besoins sociaux de base ou en matière de santé pour des populations sans abri, par exemple, ou très vulnérables, eh bien, ce sont des problèmes, des questions qui font intervenir les compétences exclusives de plusieurs autorités qui ont chacune un petit titre de compétence par rapport à cette question et qui devraient donc chacune intervenir. Et ce que Guillaume expliquait, c'est que le problème à Bruxelles, c'est que ce genre de situation est très fréquente. On peut penser au handicap, on peut penser à toutes les matières sociales santé. Donc, il y a un grand nombre d'autorités compétentes et il faut qu'elles sont toutes exclusivement compétentes, donc elles doivent toutes intervenir et se mettre d'accord entre elles sur les modalités de leur intervention. Donc, en fait, c'est ce que vous soulevez, c'est vraiment un des points problématiques. Et donc, dans un recours, si un recours est envisagé, on en discutait, je pense, avec une des avocates qui a été consultée, mais ce recours, il faut absolument mettre à la cause toutes les autorités compétentes et pas juste la COCOM ou si c'est la région qui visait, la région. Il faut mettre toutes les autorités compétentes à la cause parce qu'elles ont toutes une petite partie de la clé pour résoudre le problème. Et donc, la difficulté à Bruxelles, et c'est ça la grande difficulté, très bien soulevée par Guillaume et très bien expliquée par Guillaume et Laurie dans leur livre, c'est que le problème bruxellois, c'est qu'on n'a jamais déterminé la part de responsabilité de chacune des autorités qui étaient compétentes à Bruxelles. Et donc là, le juge, ce serait très intéressant juridiquement, le juge qui serait saisi, qu'est-ce qu'il va dire de la responsabilité de chacune des autorités qui est amenée à la cause. Ben voilà, c'est la situation. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, ça donne un éclairage, merci. Bon, et parce qu'il reste 2 minutes, je me permets de vous garder un poil plus longtemps et de poser la dernière, cette fois-ci, question que je vois dans le chat. Pourquoi les aides européennes ne sont-elles pas davantage intégrées dans la réflexion budgétaire bruxelloise que vous avez exposée? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Ce qu'il y a, c'est que l'Europe, elle agit surtout vis-à-vis des États, donc du fédéral en lui-même, plutôt que les régions. Il n'y a jamais eu vraiment, il n'y a pas un accord entre l'Union européenne et la région bruxelloise en elle-même pour la compensation, le financement en fonction du fait que Bruxelles est capitale de l'Europe. Alors, dans notre fédéralisme financier, ce qu'on a prévu, c'est qu'il y a une dotation pour la région bruxelloise qui s'appelle fonctionnaires internationaux, qui est censée compenser la perte de recettes que Bruxelles a du fait qu'il y a de nombreux fonctionnaires internationaux qui ne payent pas spécialement d'impôts d'IPP ou de recettes fiscales pour la région. On a également ce qu'on appelle la dotation main morte, qui est censé compenser une partie des pertes en termes de précompte immobilier du fait qu'il y a toute une série de bâtiments publics, dont les bâtiments de l'Union européenne, qui sont immunisés contre qui ne payent pas de ce fameux précompte. Alors, de manière plus largement, l'Europe, il y a ce qu'on appelle la Banque européenne d'investissement, qui est une banque qui peut faire des prêts et dont la région a déjà fait appel à plusieurs fois. Donc, pour certains projets, la région peut demander de l'argent à cette institution-là. Mais donc, de nouveau, c'est du prêt d'argent. Alors, ça peut être avec des meilleurs taux, mais ça reste quand même du déficit et de la dette. Mais c'est quelque chose qui est notamment envisagé pour la poursuite du métro 3, si poursuite il devait y avoir. Oui, et puis pour les aides européennes plus ponctuelles, donc je ne sais pas si c'était ça qui était derrière la question, mais plutôt les subsides FEDER ou des choses comme ça, ça, c'est certain qu'il faut les intégrer dans une politique. Oui, il faut avoir une stratégie européenne pour aller chercher ces fonds-là. Il faut savoir qu'une partie de ces fonds sont parfois conditionnés
au fait que l'entité bénéficiaire doit mettre une partie du financement du projet sur la table. Donc, ça veut dire que l'entité doit s'engager sur ce montant et doit être capable de le financer. Bon, jusqu'à présent, ça a, à ma connaissance, toujours été le cas. Mais donc, oui, j'imagine qu'effectivement... Mais ça, j'ai l'impression que cette question-là repose celle de la vision long terme et du projet pour Bruxelles. Parce qu'aller chercher ces fonds européens, ça s'inscrit dans une stratégie par rapport à des objectifs et une vision politique long terme. Mais effectivement, ce serait intéressant. Voilà. 14h01, c'est réglo. Merci beaucoup, Guillaume et Céline, pour cet exposé et les réponses très intéressantes fournies aux nombreuses questions. Je sais qu'il en reste dans le chat auquel on n'a pas répondu. Je vous les retournerai et on essaiera de revenir auprès des participants avec les réponses. Je vous renverrai aussi donc les slides de la présentation et l'enregistrement de celle-ci par mail, donc pas de panique. Aussi un lien vers une fiche technique qui contient des conseils en cette période qui n'en finit pas de crédit provisoire. On vous encourage à vous inscrire à la newsletter de Bruxeo pour recevoir les invitations dans votre Outlook des événements que nous organisons. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne après-midi. Encore merci pour votre participation en nombre à ce 3e midi débat organisé. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci Sophie pour l'organisation.